Salut les amis, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous allons continuer nos séries de formations. Ce soir, nous allons travailler sur les calculs d'un ascenseur hydraulique. Alors quand je dis les calculs, comprenez que justement nous allons essayer un peu de poursuivre la formation qu'on avait commencée, je crois, il y a 2 jours passés, sur les calculs d'un ascenseur à traction, à câble. Mais seulement aujourd'hui, je vais vous expliquer en fait comment associer l'ascenseur à câble avec un ascenseur hydraulique en termes de calcul. Puisque comprenez que les calculs par rapport au câble restent justement le même, mais la différence se situe tout simplement au niveau de fonctionnement. Donc, je pense bien, nous tous, nous savons très bien la différence qui existe entre un ascenseur à traction, à câble, ainsi qu'un ascenseur hydraulique. Voilà. Alors, pour ce faire, je me suis permis de mettre quelques images, justement pour essayer un peu d'illustrer clairement ce que nous allons faire. Ces images vont justement aussi vous aider de comprendre en fait les différents types d'ascenseurs hydrauliques qu'on peut avoir avant que nous puissions voir clairement son fonctionnement. Alors, ici par exemple, vous avez déjà ce qu'on appelle ascenseur hydraulique à cylindre de surface. Tandis que de l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle ascenseur hydraulique à cylindre de surface aussi. Mais la différence entre les deux est que à gauche ici, vous avez un ascenseur hydraulique à cylindre de surface télescopique. Mais de l'autre côté, c'est tout simplement à cylindre de surface libre. Et à part ça aussi, de l'autre côté, nous allons essayer un tout petit peu de décortiquer quelques notions à ce qui concerne les avantages aussi de ce type d'ascenseur hydraulique. Et jusqu'à tel point que nous allons voir son fonctionnement. Est-ce que ça se diffère à quel niveau avec l'ascenseur à traction à câble? Mais cependant, seulement les amis, à l'entrée des jets, je m'aimerais également vous dire ceci. En réalité, la différence entre les deux types d'ascenseurs, les deux types principaux ascenseurs, comme je l'avais dit, se situe tout simplement au niveau des fonctionnements. Vous voyez par exemple ici, vous avez dans la suite des ascenseurs hydrauliques. Là, vous avez l'ascenseur hydraulique à cylindre enterré, dans les cylindres bien sûr enterrés, ok? Mais tandis que maintenant ici, vous avez l'ascenseur hydraulique normal. Ok, le cylindre ici n'est pas enterré. Je vais d'abord entrer tout au début là où on était. Nous allons voir un truc ensemble avec vous. Mais déjà, la question que j'aimerais vous poser, mes très chers amis, j'aimerais également que vous puissiez me répondre même dans les commentaires. Selon vous, entre l'ascenseur à traction à câble et l'ascenseur cylindrique, ou disons comment, et l'ascenseur hydraulique, quel est le meilleur ascenseur à utiliser si par contre vous voulez réaliser un bâtiment, ok, ayant une hauteur beaucoup plus importante, qui va même un bâtiment R+15 ou R+20. Dites-le moi dans les commentaires, comme ça on pourra tout simplement partager. Bien. Nous allons donc continuer les amis. Alors, déjà c'est comme je viens de dire, donc nous venons de voir les 4 types d'ascenseurs hydrauliques. Ce sont justement des modèles. Vous avez donc
l'ascenseur hydraulique, comme je l'avais dit au début, à cylindre de surface télescopique, l'ascenseur hydraulique à cylindre de surface tout simplement. Et de l'autre côté, vous avez l'ascenseur hydraulique à cylindre enterré. Ok, c'est justement dans le sous-sol, c'est vraiment enterré. Et puis là, l'ascenseur hydraulique libre. Alors, avant d'entamer clairement ce qu'il faut, nous allons essayer un peu de lire quelques énoncés ici. Par exemple, à ce qui concerne maintenant la famille ou les familles d'ascenseurs. Je l'avais déjà dit. On distingue essentiellement des types de la famille ou des familles d'ascenseurs. Premièrement, vous avez donc ce qu'on appelle la famille, ok, des ascenseurs à traction à câble. Bon, le premier type d'ascenseur qu'on avait vu ensemble avec vous, donc c'est ça. Ok, la famille des ascenseurs à traction à câble. Légèrement, il y a maintenant la famille ou la famille des ascenseurs hydrauliques. Ok, comme les 4 types que je viens de vous montrer tout à l'heure. Alors, comprenez également qu'en règle générale, ces deux types d'ascenseurs, bien sûr, utilisent l'énergie électrique pour déplacer justement les cabines verticalement, c'est-à-dire moteur électrique, continu ou alternative. Les deux types d'ascenseurs, que ce soit un ascenseur à câble de traction ou bien l'ascenseur hydraulique, les deux types d'ascenseurs utilisent l'énergie électrique pour se déplacer. Maintenant, ce qu'il faut comprendre également, les ascenseurs hydrauliques, par principe, comme toute machine hydraulique, c'est-à-dire la pompe met sous pression l'huile qui pousse justement les pistons, ok, hors du cylindre vers les hauts. Déjà, à ce niveau ici, il faut comprendre au moins que les principes de l'ascenseur hydraulique, disons comment, la pompe ici fonctionne sous pression. Ok? Cela revient à dire quoi? Le piston pousse l'huile, communément aussi on peut appeler de l'eau par exemple, pousse l'huile justement vers le piston, du cylindre vers le haut. C'est ce qui fait de manière à ce que vous puissiez avoir ces mouvements dès que le piston pousse l'huile, c'est-à-dire directement de l'autre côté, ça monte et tout comme ça descend. Alors, lorsque la commande de descente est programmée, il faut comprendre que les bypass, c'est que communément appelé également la vanne, de la pompe permet tout simplement de laisser sortir l'huile du cylindre vers les réservoirs. Ok? Donc, c'est par ce principe que le réservoir également aura tendance de bouger. Regardez l'illustration qu'on a mise ici, donc par les deux schémas que vous voyez ici. C'est-à-dire ça c'est pour monter et ça c'est pour descendre. Ok? Ça c'est pour monter et ça c'est pour descendre. Donc c'est vraiment simple et facile. Mais néanmoins, parmi les éléments aussi à retenir, à ce qui concerne maintenant sa description. Par rapport à sa description, il faut comprendre également que les ascenseurs, ok, les ascenseurs hydrauliques sont utilisés en général pour satisfaire des déplacements relativement courts, de l'ordre justement de 15 à 18 mètres maximum. C'est comme je l'avais dit, donc je l'avais dit, je crois, quand on avait calculé déjà et l'ascenseur à traction, je vous avais dit bien que l'ascenseur hydraulique se limite exactement à une hauteur max de 18 mètres. Ok? Donc déjà par rapport à ça, il faut comprendre au moins que s'il faut maintenant, si vous pensez réaliser un ascenseur, ok, pour un bâtiment ayant donc une hauteur beaucoup plus importante, c'est-à-dire un bâtiment R+10, un bâtiment R+20, voire même plus que ça, il faut penser beaucoup plus à réaliser un ascenseur à traction, contrairement par rapport à l'ascenseur hydraulique. Et donc, ce qu'il faut aussi retenir au moins, comme je viens de dire là, donc par rapport à cette hauteur max de 18 mètres, plusieurs modèles existent sur le marché. Ok, donc on citera par exemple les ascenseurs hydrauliques ci-dessous. Je l'avais déjà dit. Vous avez donc l'ascenseur hydraulique à cylindre de surface. Je vous ai montré ça. Ok, l'ascenseur hydraulique à cylindre enterré. Vous avez
l'ascenseur hydraulique, ok, télescopique à cylindre des surfaces. Alors, ce type d'ascenseur n'est pas très présent sur les marchés belges, bien sûr, mais aussi même chez nous ici, donc c'est pas vraiment fréquent. Ok. Alors, les ascenseurs hydrauliques se composent principalement aussi des éléments ci-dessous. Alors, tout ce que je suis en train de mentionner ici, c'est très important pour vous, puisque ça va directement vous donner déjà une idée de différencier en fait un ascenseur à traction, à câble, ainsi qu'un ascenseur hydraulique. Rien que par rapport aux éléments. Alors, comme je l'ai dit, les ascenseurs hydrauliques se composent principalement des éléments ci-après. Vous avez premièrement ce qu'on appelle une cabine, donc la cabine. Vous avez également, ok, des guides. Vous avez donc des guides. Des guides, je crois, je vous l'avais montré par exemple. Vous voyez, là par exemple, vous avez également des guides. Ok, tout comme de l'autre côté, je peux vous montrer. Voilà, vous avez donc des guides. Mais hormis des guides, il y a également ce qu'on appelle, se comporte donc d'un ensemble de pistons cylindres hydrauliques. Ensemble de pistons. Vous allez voir ici que piston, c'est au pluriel. C'est pour dire quoi? Généralement, il y a minimum 2 pistons. Il y a l'autre piston qui va aider donc, qui va pousser tout simplement de l'huile pour permettre à ce que les mouvements donc se fassent sans problème. Ok? Bien sûr, les mouvements dans le sens vertical de l'auteur, ainsi que l'autre piston va faire de manière à ce que la cabine puisse descendre facilement. Donc, comme je viens de dire là-dedans, un ensemble de pistons cylindres hydrauliques placés sous la cabine de l'ascenseur. Ok? Et aussi, vous avez donc un réservoir d'huile. Réservoir d'huile. Réservoir d'huile ici, c'est comme de l'eau à peu près. C'est comme de l'eau. Puisque dès que le piston pousse directement, ok, pompe, alors l'huile maintenant aura tendance de bouger directement donc les réservoirs pour permettre à ce que le mouvement aille lieu. Et puis vous avez également ce qu'on appelle un monteur électrique, ok, électrique accouplé à une pompe hydraulique. Et puis un contrôleur. C'est parmi donc les éléments qu'on peut trouver dans un ascenseur hydraulique. Néanmoins, à part ça également, regardez maintenant, à ce qui concerne l'énergie, il faut comprendre au moins que, énergétiquement parlant, donc, les ascenseurs hydrauliques posent un problème dans le sens où il n'y a pas donc de contrepoids. Ok? Il n'y a pas de contrepoids qui équilibre justement dans la cabine, comme dans le système à traction à câble par exemple. Déjà au début, je crois que je vous l'avais dit, je crois au début de la formation, lorsqu'on était en train de calculer l'ascenseur, ok, à traction, je vous avais dit que la différence entre les deux, l'ascenseur hydraulique, dans un ascenseur hydraulique, il n'y a pas les contrepoids. Il n'y a pas les contrepoids, contrairement par rapport à l'ascenseur à traction. Dans l'ascenseur à traction, il y a les contrepoids. Donc le but ou les principes, disons, je peux dire comment, le but principal de ces contrepoids, c'est justement pour soulager tant soit peu, et donc la cabine, puisque sans les contrepoids, la cabine n'aura pas donc le sens par rapport à ses mouvements. Ok, donc ça ne sera pas possible pour que la cabine puisse monter et puis descendre sans problème. C'est comme exactement comme mentionné ici. Donc, les contrepoids ici donnent justement l'équilibre à la cabine dans le système, bien sûr, à traction à câble. Ok? Maintenant, l'avantage et inconvénient ici. Il faut savoir au moins que ci-dessous, donc, on trouve ou on trouvera les principaux avantages et inconvénients des ascenseurs hydrauliques. Premièrement, à ce qui concerne l'avantage, il y a donc la précision au niveau du déplacement mise en œuvre, donc mise à niveau. Précision au niveau du déplacement. Ok, donc c'est beaucoup plus précis, contrairement par rapport au système à traction. Il y a aussi le réglage facile de la vitesse de déplacement. Donc, ne nécessite pas aussi des carbonons de machinerie. Il y a un problème aussi à ce qui concerne son avantage aussi, c'est au niveau justement de l'implantation. Donc, c'est vraiment facile dans un immeuble existant. Ok? Donc, mise en œuvre, c'est facile, c'est très simple. Mais sauf l'inconvénient maintenant ici est que, premièrement,
course verticale limitée. C'est comme j'avais dit. Donc, déjà, si par exemple que vous dimensionnez ou bien vous voulez calculer un bâtiment, il faut beaucoup plus veiller justement ce qui concerne la hauteur totale. La hauteur totale des bâtiments. Je prends un exemple simple. Si je vais dimensionner un bâtiment, je vais prendre quel bâtiment? Un bâtiment R+5 par exemple. Alors, déjà, le type de choix de l'ascenseur est fonction aussi de la hauteur, de sa hauteur. Donc, je serai obligé premièrement de définir d'abord la hauteur totale donc des bâtiments. Ok, comme vous le savez très bien, je viens de dire que la limite à ce qui concerne la hauteur d'un ascenseur à traction, ou disons comment, d'un ascenseur hydraulique, c'est tout simplement 18 mètres. Et donc, pour un bâtiment R+5, et dont la hauteur sous plancher est de 3 mètres, donc je serai obligé de prendre, par exemple, le 3, je multiplie par 5. Et ça me donne une hauteur de 15 mètres. Ok? Donc, déjà pour dire quoi ici? Je peux dire que pour un bâtiment R+5, eh ben, je peux réaliser donc un ascenseur hydraulique. Ça ne posera aucun problème. Ok? Puisque la course verticale limitée a une hauteur justement entre 15 à 18 mètres. Donc, moi, je trouve une hauteur de 15 mètres. Donc, je peux me dire que non. Ici, je peux réaliser un ascenseur hydraulique, il n'y a pas de souci. Mais si par contre que je vais dimensionner un bâtiment R+10, dont la hauteur sous plancher varie, ou bien je prends une hauteur qui ne varie pas, de 3 mètres, donc je serai obligé de prendre les 3, je multiplie maintenant par 10. Ça me donne 30 mètres. Ok? Donc déjà ici, vous allez voir que le 30 mètres trouvé ici est supérieur par rapport à la hauteur limite ici d'un ascenseur hydraulique de 18 mètres. Donc c'est pour dire quoi? Pour un bâtiment R+10, dont je ne peux pas réaliser un ascenseur hydraulique. Donc s'il faut réaliser un ascenseur, c'est beaucoup plus avantageux pour moi de faire recours à un ascenseur justement à câble de traction. Ok, ça sera beaucoup plus facile pour moi au lieu d'utiliser un ascenseur hydraulique. Ok, donc c'est ça l'inconvénient d'un ascenseur hydraulique. Donc course verticale limitée à une hauteur entre 15 à 18 mètres. Deuxièmement aussi, parmi les inconvénients, il y a risque de pollution des sous-sols. Ok, il y a risque de pollution des sous-sols. Comprenez par exemple, comme je viens de vous dire ici, pour ce genre de cas, ok, vous avez donc un ascenseur hydraulique à cylindre enterré. C'est-à-dire, quand on dit cylindre enterré, c'est-à-dire compte tenu de la manière dont le piston va commencer donc à pomper, c'est-à-dire que ça peut facilement polluer donc les sous-sols. Ok, c'est ça aussi le deuxième inconvénient. Ok, un autre inconvénient que je peux également vous montrer ici, voilà donc la consommation énergétique importante. Donc ça consomme, vraiment ça consomme un peu trop l'énergie. Et aussi, nécessité de renforcer justement la dalle du sol ou la dalle des sols. Donc il faut nécessairement renforcer ça pour supporter les sollicitations et tout ce qui va avec. Donc, voilà en fait quelques avantages que je viens d'énumérer ici pour ce type d'ascenseur. Mais aussi, vous avez donc quelques inconvénients de cet ascenseur. Donc, les amis, désormais, là, je crois que vous avez bien compris que quand est-ce qu'un ingénieur peut penser à un ascenseur hydraulique et quand est-ce qu'un ingénieur peut faire recourir à un ascenseur à traction à câble. OK? Alors, maintenant, je vais rentrer juste au débit ici. Je vais rentrer juste au débit. Les amis, j'aimerais quand même qu'on essaie un peu de voir un peu rapidement les calculs comme je l'avais dit au début. Ce qu'il faut retenir ici est que le dimensionnement ou les calculs des câbles, ok, des câbles que vous voyez ici, ne changent pas. Je vous avais montré comment calculer donc le câble pour un ascenseur à traction. Donc la procédure reste la même. La procédure reste la même. Là, il n'y a rien qui change, même au niveau de l'ascenseur hydraulique. Mais néanmoins, ce qu'il faut retenir seulement, même quand on calcule un ascenseur à traction, il faut savoir au moins que les ascenseurs ou l'ascenseur à traction, ou je dirais même l'ascenseur à traction, c'est classé dans les ascenseurs donc modernes. Ils sont donc classés parmi les ascenseurs modernes. OK? Mais ce qu'il faut savoir seulement, un ascenseur à traction, ou bien les ascenseurs à traction, puisqu'il y en a plusieurs, sont constitués généralement de 3 constructions ou de 3 éléments importants. Parmi les éléments, je peux mettre ça ici, parmi les éléments qui constituent justement
un ascenseur à traction, l'ascenseur moderne, je vous avais dit, il y a premièrement ce qu'on appelle un tray. Ok, donc je peux écrire tout simplement comme ça, un tray. Ça, c'est dans le cas d'un ascenseur à traction. Un tray. Deuxièmement, il y a ce qu'on appelle également une cabine. Une cabine. Voilà, je suis en train de numéroter ça justement pour essayer un peu de comprendre la différence entre l'ascenseur hydraulique. Il y a une cabine. Et puis, troisièmement, comprenez que la cabine ici, c'est appelé aussi ben, hein, donc on peut parler d'une cabine, tout comme ou ben. Voilà, on les appelle cabine ou ben. Et puis, troisièmement, parmi les éléments, il y a ce qu'on appelle les contrepoids. Il y a ce qu'on appelle les contrepoids. Voilà, les contrepoids. Maintenant, seulement ce qu'il faut retenir à ce niveau ici. Le trait ici, ça joue le rôle de quoi ici? Le trait, il faut comprendre seulement que ça joue justement le rôle de levage. Le levage et sa poulie. Ok? Donc le trait qui sert justement donc de levage et sa poulie. Sa poulie donc c'est justement quelque part ici, mais pour les cas d'un ascenseur hydraulique, donc c'est différent. Mais tandis que maintenant, la cabine ici joue le rôle de quoi? La cabine appelée aussi ben, comme je viens de dire là, donc sert tout simplement à transporter les personnes et leurs biens. Ok? Exactement comme dans le cas aussi d'un ascenseur hydraulique. Ça joue exactement le même rôle. Mais cependant, les contrepoids d'un ascenseur donc à traction jouent le rôle tout simplement de soulager la cabine lors de son fonctionnement. Ok? Donc sinon, l'ascenseur ne montera pas. Donc il faut comprendre au moins que dans le cas d'un ascenseur à traction, s'il n'y a pas les contrepoids, c'est-à-dire la cabine ne montera pas, donc l'ascenseur ne montera pas. Raison pour laquelle on place les contrepoids. Maintenant, par rapport à notre cas ici, l'ascenseur hydraulique, il faut bannir déjà les contrepoids. Puisqu'il faut comprendre au moins que dans un ascenseur hydraulique, les contrepoids n'existaient pas. Ok? Le trait ici également, c'est remplacé par le piston, puisque le mouvement ici, ok, ça sera fait justement par les pistons. Ok, je vais vous montrer comment est-ce que ça fonctionne. Maintenant, ce qui est important pour moi ici, je peux beaucoup plus parler seulement d'une cabine. Vous voyez? Maintenant, je rentre encore au niveau de l'ascenseur à traction. Comment maintenant, est-ce que je peux calculer justement l'ascenseur? Comme je l'avais dit, on avait déjà fait les calculs ici avec vous. Je suis en train tout simplement de vous rappeler. Il faut savoir que pour calculer maintenant l'ascenseur ici, vous êtes obligé d'abord de connaître premièrement le poids de la cabine. Ok, il faut connaître donc le poids ou le poids propre si vous voulez, ou le poids de la cabine, donc le PC, c'est-à-dire le poids de la cabine. Parmi les éléments à connaître, premièrement, le poids de la cabine. Deuxièmement, il faut connaître aussi, c'est très important. Mais il faut savoir également que dans le poids de la cabine ici, dès que vous connaissez le poids de la cabine est connu, il faut également savoir donc les étriers, connaître donc les étriers. Ok? Connaître les étriers. Alors, il faut aussi connaître d'autres accessoires, hein, donc d'autres accessoires justement de la cabine. Donc, autres accessoires. Autres accessoires de l'ascenseur. Pas de la cabine, mais autres accessoires de l'ascenseur. Ok? Et l'élément très important, il faut connaître aussi les câbles, élément important. Il faut connaître les câbles. Voilà, il faut connaître les câbles. Ok? Alors, déjà ici, je vous avais montré très bien, on avait calculé ensemble avec vous les câbles ici. C'est ça l'élément important dans les dimensionnements. Alors, ce qui concerne les poids de la cabine, ça, généralement, vous le savez, donc c'est vraiment simple pour connaître ça. Maintenant, et le poids, d'autant plus que cela est connu. Maintenant, l'élément essentiel à connaître ici, hormis tout ce que je viens d'énumérer ici, c'est exactement ce qu'on appelle le PM.
ce qu'on appelle le PM. Le PM n'est rien d'autre que le poids mort. Le poids mort. Ok, c'est ce qu'on appelle le PM. Donc le PM, c'est donc le poids mort. Alors, les poids morts maintenant, comment vous serez à mesure de calculer les poids morts? Alors, pour calculer les poids morts que je viens de mentionner ici, pour calculer les poids morts, il suffit tout simplement de connaître d'abord les poids propres des contrepoids. Ok? Ok? Donc le poids mort ici, ça sera donc, ça va englober en fait les tout. Maintenant, qu'est-ce que je dis ici? S'il faut calculer maintenant le poids mort, je peux d'abord écrire ça ici pour ne pas le poids mort. Pour calculer maintenant le poids mort ici, comme je viens de dire tout à l'heure là, il faut maintenant trouver d'abord les poids propres des contrepoids. Il faut trouver les poids propres des contrepoids. Alors, les poids propres des contrepoids, ça c'est dans le cas d'un ascenseur, donc d'un ascenseur à câble. Ça dit les poids propres, le PP, les poids propres des contrepoids, sera tout simplement égal à quoi? Sera égal à PM, c'est-à-dire le poids mort, ok? Le poids mort plus l'équipe que vous allez diviser maintenant par 2. Plus l'équipe que vous allez diviser par 2. Ça, c'est justement pour trouver les poids propres des contrepoids. Ok? Maintenant, l'équipe ici, l'équipe représente quoi? L'équipe représente tout simplement, c'est une charge, c'est considéré comme une charge d'exploitation. Mais, une charge d'exploitation, justement, de la cabine. Donc, c'est la charge en cabine. Ok? C'est la charge en cabine. Je vous avais dit que le poids ici est donné justement par rapport au nombre de personnes. Donc, référez-vous seulement à la première vidéo que j'avais postée. Vous allez comprendre que c'est très très simple. Dès que vous avez tous ces éléments, et vous allez, c'est juste question de venir remplacer ici. Et puis, vous allez trouver maintenant le poids propre, justement, donc des contrepoids. Ok? Donc, c'était justement pour essayer un peu de rappeler quelques principes des calculs de l'ascenseur ici. Alors, pour comprendre ça très très bien, allez-y voir la première vidéo que j'ai postée sur la chaîne. Mais tandis que pour l'ascenseur hydraulique, ça ne vaut pas la peine de passer par tout ce que je viens de dire ici. Le contrepoids déjà est banni. Et donc, ici, une fois que vous calculez tout simplement vous avez calculé donc le diamètre en fait des câbles. Et il suffit maintenant de comprendre d'abord comment ça fonctionne. Maintenant, comment fonctionne un ascenseur hydraulique? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut retenir est que, d'abord, il y a un réservoir. Un réservoir, ok, avec plein d'eau, ok, exactement, donc plein d'huile, comme je viens de vous montrer là au début. Un réservoir. Ok, donc c'est ça ici. Par exemple, pour les cas d'un ascenseur à cylindre enterré ici. Il y a d'abord un réservoir. Donc c'est ça donc le réservoir que je peux encercler. Vous avez donc un réservoir, communément appelé également un contrôleur. Donc le réservoir est là avec les contrôleurs. Alors, dès que vous avez maintenant ces réservoirs, plein justement d'eau ou plein d'huile, comme je viens de dire, avec justement un grand piston, ok, donc vous allez voir que le réservoir est là. Et de l'autre côté, vous avez directement dans le piston. Vous avez donc un grand piston ici. Ok, donc c'est ça le piston. Le grand piston est là. Vous voyez? Donc, il y a les réservoirs. Et puis, vous avez donc un grand piston. Connecté directement à ces réservoirs. Alors, le principe maintenant, le principe est simple. Il faut savoir au moins que quand le piston s'enfonce, ok, vers les bas, c'est-à-dire les pistons ici plutôt, s'enfoncent vers les bas, puisque c'est enterré, ça fonce vers les bas, il faut comprendre que l'eau est directement envoyée, ok, l'eau est directement envoyée, donc de l'autre côté. C'est-à-dire quoi? Les pistons s'enfoncent vers les bas, l'eau est envoyée d'un cylindre, ok, l'eau est envoyée directement d'un cylindre. Le cylindre est là. Donc, vous avez dans le piston, connecté directement avec un cylindre enterré. Donc, l'eau ou l'huile est directement envoyée par un cylindre. Bien sûr, pour les cas ici enterrés.
et pousse directement à nouveau, ou pousse directement un nouveau piston, ok, qui entraîne justement donc un câble relié. Vous voyez, donc, vous allez voir ici qu'il y a les pistons ici avec les câbles directement reliés, ok, c'est relié avec une poulie à l'extrême ou justement à l'extrémité telle que mentionné ici. Vous voyez là, donc c'est vraiment relié avec justement donc la poulie ici. Ok? Et puis ça permet directement à ce que la cabine monte de l'autre côté. Vous voyez? Ça monte sans problème. Tout en sachant que le cylindre ici, c'est un cylindre enterré. C'est vraiment simple. C'est différent avec l'ascenseur à câble. Donc c'est le même principe partout. Puisque si au moins l'huile n'est pas envoyée de l'autre côté, ça dit ça sera un peu compliqué pour que la cabine puisse monter. Donc retenez seulement que tout d'abord, il y a donc un réservoir, comme je viens de dire ici, avec plein d'eau ou plein d'huile, ok, de l'autre à l'intérieur, avec donc un grand piston. Donc quand le piston justement s'enfonce vers les bas, il faut comprendre que l'huile est envoyée dans le cylindre et pousse un nouveau piston, ok, et pousse directement donc un nouveau piston qui entraîne donc un câble relié, une poulie à l'extrémité donc des câbles. Directement, il y a donc la cabine de l'ascenseur qui descend, qui va descendre de l'autre côté. Alors, pour remonter directement cette cabine, on fait directement l'opération inverse. C'est-à-dire, au lieu de pousser maintenant de l'autre côté, ça sera poussé vers les bas. C'est le même principe en fait partout. Le même principe. Même ici, vous avez donc le réservoir est là. Le réservoir est là. Vous avez donc le gros piston qui est là. OK? De l'autre côté, vous avez le piston télescopique. OK? Et puis là, vous avez donc le cylindre. Vous avez les cylindres. Donc le même principe. Même ici également, vous avez le réservoir. Vous avez donc le réservoir. Vous avez le piston. Vous avez les cylindres. OK? À la seule différence, c'est que ici, le cylindre de surface est télescopique. Mais tandis que de l'autre côté, le cylindre est enterré. Donc les amis, regardez en fait comment est-ce que vous serez à mesure de comprendre le fonctionnement d'un ascenseur hydraulique. Tout est fonction des éléments que je viens d'énumérer ici. Alors, mais concernant l'évaluation des charges, c'est-à-dire le dimensionnement ou les calculs des câbles, l'évaluation des poids, ok, des poids de la cabine et tout ce qui va avec, c'est le même principe. Le même principe. Donc tout est fonction du nombre de personnes. Mais néanmoins, il faut retenir aussi quelques éléments que je pourrais mentionner ici. Retenir seulement que si par contre vous voulez commander, par exemple, un ascenseur hydraulique, puisque vous le savez très bien, l'ascenseur hydraulique sera monté, et donc il faudrait que d'autres ingénieurs viennent sur chantier pour essayer un peu de monter l'ascenseur avec d'autres complexités de l'ascenseur. Donc l'ingénieur est censé justement d'avoir une idée à ce qui concerne en fait les chiffres ou bien les éléments nécessaires d'un ascenseur hydraulique. Par exemple, ce qu'on appelle la course. Ok? Par exemple, la course, justement pour une dénivellation, ok? Par exemple, à ce qui concerne la hauteur, comme je viens de dire tout à l'heure, dans la limite pour un ascenseur hydraulique, la hauteur limite, donc ça va aller jusqu'à 18 mètres. Ça, au moins, l'ingénieur doit connaître ça. Ok? Donc, si par contre que cette hauteur va débiter du rez-de-chaussée jusqu'à R plus 5 ou bien du rez-de-chaussée jusqu'à R plus 3, du rez-de-chaussée jusqu'à R plus 4, il ne suffit pas seulement d'avoir ça en tête, mais il suffit tout simplement de calculer. L'ingénieur doit connaître d'abord la hauteur sous plancher et de combien, et puis vous calculez pour déterminer directement donc cette course, donc en fait cette dénivellation de terre limite au moins, ok, qui sera fonction du rez-de-chaussée et les étages. Deuxièmement aussi la vitesse de déplacement. Vous voyez, puisque la vitesse de déplacement varie, généralement donc ça peut aller voir même jusqu'à 2 mètres, ok, 2 mètres par seconde, donc ça dépend.
Je vous avais montré déjà la vitesse ici dans les calculs d'un ascenseur. Ok, donc à câble. C'est juste question d'aller jeter un coup d'œil, les amis. Donc, vous allez comprendre ce que j'avais expliqué. Et aussi, il y a la capacité, justement, la capacité la capacité combinatoire. Ok, donc généralement, on le dit comme ça. Ou je dirais même la capacité des combinaisons. Voilà, donc ça, ce sont des éléments supplémentaires peut-être à comprendre. Mais ce n'est pas compliqué. La capacité des combinaisons, c'est justement, c'est par rapport au nombre des personnes. Ok, c'est par rapport au nombre des personnes. C'est comme j'avais dit. Si par exemple que vous avez un grand bâtiment, vous voulez par exemple doubler en fait le nombre de personnes, dans le sens où vous voulez avoir deux ascenseurs parallèles, ok? Donc si déjà à gauche j'ai 8 personnes ou 10 personnes, à droite je prévois également 10 personnes, c'est-à-dire quoi? Pour avoir le nombre total du nombre de personnes, donc je suis obligé de prendre tout simplement le 10 multiplié par 2. Ou carrément je prends seulement 2 multiplié par 10. Et ça me donne directement un chiffre de 20 personnes. Ok? Que je peux également évaluer ça en termes justement dans des tonnes. C'est très très simple. Vous avez également les poids justement des chariots. Ok? Et des cabines. Ok? En pleine, donc en pleine charge. Ça dit, quand je dis les poids du chariot, ça dit ça dépend d'une personne à une autre. Comprenez seulement qu'il s'agit tout simplement de poids de la cabine. Ok, généralement, ça peut être, ça varie, ça peut être donné par tonne, tout comme par kilogramme. Donc, comme je vous avais montré donc, les différents types de poids. Il y a aussi la puissance nécessaire. Ok, la puissance, ça peut s'exprimer soit en kilowatts, donc ça dépend, ça peut être soit en kilowatts. Ok, donc généralement, ça dépend d'un document à un autre. Voilà, donc, mais aussi par rapport à la norme. Vous avez donc le nombre moyen des voyages par jour. Ok, donc il faut connaître ça. Surtout pour le cas d'un ascenseur hydraulique, c'est aussi important de connaître ça. C'est-à-dire par jour. L'ascenseur hydraulique peut voyager peut-être peut voyager avec ayant une moyenne de combien par exemple, donc nombre moyen de voyages par jour. Peut-être vous pouvez dire que non, ça sera tout simplement de 50 ou bien de 100 ou bien de 20, donc ça dépend de vous. Ok, pour permettre à ce que aussi l'appareil se repose. Il y a également la durée moyenne d'un voyage. Ok, donc aller et retour, tel que mentionné ici, donc l'aller et retour. Ok, donc la durée moyenne, ça sera de combien? Est-ce que ça sera de 5 minutes? Ça sera de 8 minutes? Ça sera de 10 minutes? Ok, donc ça aussi, il faut connaître ça. À part ça également, vous avez également, par exemple, la durée moyenne du trajet entre deux étapes. Ok? Par exemple, pour que l'ascenseur quitte le rez-de-chaussée vers le premier étage, est-ce que ça va faire combien de minutes? 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, ainsi de suite. Il y a aussi la durée moyenne d'arrêt, ok? D'arrêt justement aux étages. Ça aussi, il faut connaître ça. La durée moyenne d'arrêt aux étages. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pendant que l'ascenseur va traîner un tout petit peu dans chaque niveau, la durée moyenne que vous évaluez sera justement de combien? Est-ce que ça sera d'1 minute, ok? Ou bien de 15 secondes? Ça dépend. Donc ça sont des données ou des éléments supplémentaires pendant que vous placez donc l'ascenseur. Il y a aussi donc les câbles, comme vous avez dit, donc les câbles justement pour essayer un peu de soutenir tant soit peu notre cabine. Donc voilà en fait les amis, ce qui était important et à ce qui concerne les calculs d'un ascenseur donc hydraulique. Retenez seulement que le principe reste le même, ok, comme on avait calculé pour les cas d'un ascenseur donc à traction, à câble, mais seulement il faut retenir au moins que le fonctionnement n'est pas justement le même. Il y a quelques éléments qu'il faut tenir compte ici. Alors, je vais répondre également à une question qu'un confrère m'avait posée ici. C'est une question vraiment pertinente, mais c'est très 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 simple. D'autant plus que vous maîtrisez déjà très bien. Vous savez comment calculer un ascenseur. Alors, si maintenant vous voulez venir ici, par exemple sur Robot Structural Analysis, pour appliquer directement tout ce que vous avez calculé, les amis, c'est très très simple. C'est très très simple. Je refuse que la vidéo soit très très longue, mais je vais tout simplement énumérer le principe.
Déjà, il faut comprendre un truc ici. Quand on dimensionne, quand on modélise par exemple le voile, ok, ça c'est la cage d'ascenseur. Ça c'est la cage d'ascenseur. Il faut comprendre que quand on modélise par exemple le voile d'ascenseur ici, le voile d'ascenseur est modélisé après avoir établi d'abord les prédimensionnements. Après avoir fait donc les prédimensionnements des voiles. Ok, des voiles d'ascenseur. Alors, si vous voulez maîtriser ou comprendre comment prédimensionner le voile, les différents types de voiles, je vous prierai d'aller jeter un coup d'œil sur ma chaîne YouTube. Vous allez voir que là, je calculé, je modélisé, je montré en fait comment prédimensionner plusieurs types de voiles. Ok? Mais cependant, une fois que vous avez prédimensionné déjà dans le voile, vous aurez une idée. Vous allez comprendre au moins est-ce que le voile d'ascenseur que vous avez modélisé ici, c'est un voile, ok? Avec raidisseur des deux côtés, ou bien c'est un voile avec raidisseur d'un seul côté. C'est très très simple les amis. Par exemple ici, vous voyez très bien ici qu'il y a une colonne ici. J'ai une colonne ici. De l'autre côté, je n'ai pas de colonne. Je n'ai pas de colonne. Donc là, je peux dire que déjà au niveau de cette cage d'ascenseur, ça c'est un voile avec un seul raidisseur. Un seul raidisseur à gauche. Ok? Tandis que ça, c'est un voile sans raidisseur. Alors, sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà montré comment prédimensionner donc un voile ayant un seul raidisseur. Et puis, comment prédimensionner un voile sans raidisseur. Quand je dis raidisseur, il faut comprendre qu'il s'agit justement de la rigidité. C'est-à-dire ici, je peux dire que c'est un voile ayant la rigidité d'un seul côté. De l'autre côté, c'est un voile libre, sans rigidité. C'est un voile libre. Et puis, je vous avais dit au moins que l'épaisseur minimale, ok, l'épaisseur minimale d'un voile est de 15 cm. Et de 15 cm. Je vais même expliquer que celui qui calcule, celui qui dimensionne, ou bien celui qui modélise les bâtiments, ou bien une cage d'ascenseur avec un voile ayant des raidisseurs, est beaucoup plus sécurisant que celui qui modélise disons comment une cage d'ascenseur avec des voiles sans raidisseur. Ok? Avec des voiles sans raidisseur. Donc c'est là il faut être beaucoup plus prudent. Ok? Donc, allez-y sur ma chaîne YouTube, les amis. Je refuse que la vidéo soit très très longue. Vous allez comprendre comment faire pour prédimensionner donc le voile. Dès que vous prédimensionnez vos voiles, vous allez maintenant venir ici pour modéliser d'abord cette cage, la cage d'ascenseur. Vous modélisez la cage d'ascenseur. Alors maintenant, pendant que vous allez maintenant appliquer, ok, vos chargements, vous allez maintenant appliquer également vos chargements au niveau justement de la surface de la cage d'ascenseur. Ok, donc après avoir évalué déjà donc le poids, connaissant les poids de la cabine, connaissant justement donc, je peux dire comment, le diamètre des câbles, et bien, vous venez directement appliquer ça ici. Vous allez appliquer justement au niveau de l'ascenseur. Ok, ça ne vaut pas la peine de l'appliquer dans toute la surface ici. Non, non, puisque comprenez que l'ingénieur aussi, c'est quelqu'un qui doit viser l'économie. Si par contre que vous prenez également ça, vous venez l'appliquer ici, eh bien, ça sera compliqué pour vous. En réalité, ça sera une charge considérée comme une charge ponctuelle, mais pendant son application, vous allez considérer ça comme une charge surfacique, puisque ça sera appliqué justement dans toute la surface ici. Ok? Donc, c'est très très simple les amis. Voilà ce que je voulais vous montrer concernant dans cette formation. Je refuse que la vidéo soit très très longue. Je pense que là, tout est clair. Vous avez bien compris ce qu'il faut faire. Merci de votre disponibilité. Les amis, passez une excellente soirée. Au revoir.